Imaginons un instant une évaluation professionnelle un peu absurde. Disons que deux architectes doivent prouver la solidité de leur maison face à un ouragan. D'accord, je vois l'idée. Ils ont exactement le même temps de construction. L'astuce, c'est qu'on a fourni au premier des briques industrielles et des poutres en acier. Et le second, du coup, il a quoi? Eh bien, le second doit se débrouiller avec du bois mouillé et de la boue. Et la seule justification pour cette différence de traitement, c'est qu'ils sont nés le même jour de la même année. Ouais, le concours est faussé dès la première seconde, en fait. Exactement. Le premier construit un bunker qui résiste au vent, il remporte le concours haut la main, mais la véritable question est là, a-t-il gagné parce qu'il possède un esprit architectural supérieur ou simplement parce qu'il a bénéficié de matériaux dominants à l'instant précis de l'évaluation? La réponse tombe sous le sens. On n'évalue absolument pas l'intelligence spatiale ou la compétence de ces architectes. On ne fait qu'évaluer la densité de leurs matériaux de construction. C'est fascinant quand on y pense. Et ce qui est terrible, c'est que l'on aime croire que les systèmes de détection du talent, particulièrement dans le sport de haut niveau, sont rationnels, cliniques, presque chirurgicaux. Tout à fait. Mais dès que la biologie fondamentale et la croissance humaine entrent en jeu, cette belle illusion de méritocratie s'effondre totalement. Et c'est exactement le nœud du problème que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue dans notre analyse détaillée où nous allons décortiquer une injustice structurelle béante dans le monde de la compétition sportive chez les jeunes. Une injustice qui est, heureusement, de plus en plus étudiée. Sur ce phénomène. La source de notre mission du jour, c'est un article fondateur intitulé The Effect of Biobanding on Talent Identification in Youth Soccer, a Systematic Review. Un papier très attendu, publié dans le prestigieux Journal of Sports Science and Medicine. Oui, rédigé par les chercheurs Xiaojie Han, Nan Luo, Ziwei Zhao et Dui Mu. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre ce conflit entre l'âge réel et la maturité physique. Et surtout de voir comment une méthode innovante pourrait changer à jamais la façon dont les futurs talents sont repérés. C'est une littérature scientifique absolument essentielle. D'accord, décortiquons cela. Pour comprendre l'importance de cette solution, il faut d'abord disséquer le problème originel, qui est le biais de sélection lié à la chronologie. Ouais, le fameux H civil. Toute personne familière avec les académies de football sait comment cela fonctionne. On regroupe les jeunes joueurs par âge chronologique, par exemple les moins de 15 ans. C'est la norme partout, oui. Mais biologiquement parlant, c'est ignorer complètement la réalité de ce qu'on appelle le pic de croissance pubertaire. Exactement. Le Peak Height Velocity, ou PHV en biomécanique, la littérature est formelle sur ce point. Le PHV est l'un des phénomènes biologiques les plus asymétriques et individualisés du développement humain. C'est-à-dire que ça varie énormément d'un enfant à l'autre. Complètement. Prenez deux adolescents qui fêtent leurs 14 ans le même jour. Sur un terrain, le premier peut avoir le squelette et le centre de gravité d'un enfant de 12 ans. Ah oui, le profil plus tardif. Voilà. Et le second peut déjà bénéficier d'une décharge de testostérone, de l'hypertrophie musculaire et de l'envergure d'un jeune homme de 16 ans. On confond donc allègrement une simple avance physique temporaire avec un véritable talent à long terme. C'est là que l'article de Han et de ses collègues cite une statistique qui donne littéralement le vertige. Ah, l'étude de Hill de 2020, je parie. C'est ça. En analysant les registres d'une académie de football anglaise, ils ont découvert que 54,8% des jeunes joueurs sélectionnés étaient nés au premier trimestre de l'année. C'est énorme. Plus de la moitié. Et le plus troublant arrive ensuite. Dans les cohortes des moins de 15 ans et des moins de 16 ans, aucun joueur n'était classé comme ayant une maturation tardive. Zéro. Pas un seul. C'est une anomalie statistique monumentale. Ça prouve que le système ne filtre pas les moins bons joueurs. Il élimine purement et simplement les organismes qui n'ont pas encore entamé leur métamorphose pubertaire. C'est exactement l'analogie de nos architectes de tout à l'heure. Tout à fait. Le plus grand joueur est sélectionné. Il reçoit le meilleur encadrement, les meilleures infrastructures. Et ça, non pas parce qu'il lit le jeu plus vite, mais parce qu'il a temporairement plus de masse musculaire pour écarter un adversaire. C'est un cercle vicieux dramatique pour la détection. On perd de potentiel génie tactique simplement parce qu'ils n'ont pas eu leur brique de construction au bon moment. Et c'est justement face à ce constat d'échec que la nécessité d'un nouveau paradigme s'impose. Une solution structurelle que les chercheurs testent en ce moment même, le fameux biobanding. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique même du biobanding. Au lieu de l'âge civil, les adolescents sont regroupés selon des indicateurs de maturation biologique. Mais comment on fait ça en pratique Parce qu'on ne va pas faire passer une IRM osseuse à chaque gamin tous les samedis ici. Non, bien sûr que non. C'est là qu'interviennent des méthodes non invasives, comme la méthode de Camis Roche de 1994, qui est très souvent citée dans l'étude.
Et ça fonctionne comment concrètement? Elle repose sur un algorithme prédictif. En fait, on prend la taille actuelle, le poids actuel et l'âge de l'enfant, et à cela, on ajoute la taille des deux parents biologiques. D'accord, la génétique entre en jeu. C'est ça. L'équation calcule la stature adulte finale estimée de l'enfant. Ensuite, on détermine le pourcentage actuel accompli. Par exemple, on regroupe tous les garçons qui se situent entre 85 et 90% de leur taille adulte prédite. Indépendamment du fait qu'ils aient 13, 14 ou 15 ans du coup. Exactement. Le but, psychologiquement et techniquement, c'est de supprimer l'avantage brut de la taille. Je vois l'idée. Mais je me fais l'avocat du diable une seconde. Est-ce que ces méthodes d'estimation sont vraiment fiables à 100%? Parce que la génétique, c'est parfois capricieux. C'est une excellente remarque. Les auteurs de la revue systématique reconnaissent eux-mêmes une incertitude inhérente. Un risque de mauvaise classification, en somme. Absolument. La prédiction n'est pas parfaite, ce qui exige évidemment de la prudence dans l'application. Mais l'objectif n'est pas d'être millimètre près, c'est de réduire l'écart absurde qu'on a avec l'âge chronologique. Et psychologiquement, comment le fait de regrouper par taille modifie la dynamique sur le terrain? Parce que j'imagine un adolescent de 15 ans un peu en retard sur sa croissance, Ouais. on l'assoit dans un bureau et on lui annonce qu'il va jouer avec des gamins de 13 ans. L'impact sur l'ego doit être dévastateur, non? C'est une friction indéniable. L'implémentation du biobanding exige une communication très subtile de la part des académies. Il faut bien le vendre à l'enfant, en gros. Voilà, l'encadrement doit lui faire comprendre que c'est une opportunité unique. Chez les plus jeunes, il va toucher beaucoup plus de ballons. Il ne passera plus son match à fuir les contacts physiques imposés par des joueurs qui pèsent 20 kilos de plus que lui. Et pour le joueur précoce, celui qui a l'habitude de dominer physiquement, ça change tout aussi. C'est comme un pilote qui a appris à conduire sur une voiture avec un énorme moteur V8. Ah, j'aime beaucoup cette métaphore. Il n'a jamais appris à négocier les virages. Dès qu'il est en difficulté, il accélère en ligne droite et la puissance de son moteur efface ses erreurs tactiques. Et soudain, le biobanding lui retire son moteur V8 pour lui donner une petite voiture à boîte manuelle. Face à des défenseurs qui font enfin sa taille, il ne peut plus utiliser le kick and rush, c'est-à-dire pousser le ballon loin devant et courir. La géométrie du terrain se retourne contre lui. S'il pousse le ballon, le défenseur arrivera en même temps. Il est obligé de développer son intelligence tactique. C'est exactement ça. Il doit passer autour de l'obstacle, pas à travers. Et c'est là que la théorie rejoint la pratique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde les données exactes compilées par la revue systématique de Hahn et al., on a 13 études analysées. C'est un corpus solide. Oui, 861 joueurs évalués au total, âgés de 11 à 16 ans. Et les comportements sur le terrain changent radicalement. Complètement. Selon les données de chercheurs comme Roman en 2020 ou Ludoonine en 2022, le biobonding redistribue totalement l'implication dans le match. Qu'est-ce qu'ils ont observé exactement? On voit une augmentation claire des duels. Les joueurs font moins de passes longues et beaucoup plus de passes courtes. Et le point crucial, les joueurs à développement tardif s'engagent nettement plus. C'est logique. Un tacle, c'est une question de masse et de vitesse. Quand un enfant de 40 kg voit arriver un adversaire de 65 kg, son instinct de survie prend le dessus. Il ne tente même pas de récupérer la balle. Et le biobanding efface cette peur. À masse égale, ils osent enfin s'engager dans des actions défensives. Mais il y a un paradoxe fascinant dans ces résultats physiologiques. J'ai remarqué une vraie contradiction dans les données concernant la charge de travail. Tu parles de la taille du terrain, n'est-ce pas? Oui, exactement. L'étude d'Ared en 2024 montre que sur des jeux réduits, le biobanding diminue la charge physique globale. Ouais, tout à fait. Mais l'étude de King en 2025 indique que sur des terrains entiers, les exigences de haute intensité explosent pour les joueurs matures. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? C'est contre-intuitif au premier abord, mais le contexte écologique, donc la taille du jeu, modifie complètement l'impact du biobanding. C'est-à-dire? Sur un petit terrain, le jeu devient ultra technique, beaucoup de passes courtes, de possession. Du coup, les joueurs n'ont plus besoin de faire de longs sprints à haute intensité pour compenser des différences de taille. La charge physique diminue, car la charge cognitive augmente. Ah, d'accord. Mais sur un grand terrain, à 11 contre 11, il n'y a plus ce filet de sécurité. Exactement. Le joueur mature, qui courait à 70% de ses capacités d'habitude, se retrouve avec un adversaire aussi rapide que lui. Pour s'en défaire dans la profondeur, il doit enfin puiser dans ses réserves et sprinter à fond. Donc ça force enfin les joueurs précoces à travailler leur cardio à haute intensité. C'est brillant. C'est un révélateur d'efforts magnifique. Ces résultats sont très prometteurs, mais la rigueur académique exige de regarder au-delà des résultats brillants. Oui, il faut scruter la méthodologie même de ces études.
C'est crucial. Cela soulève une question importante. La revue systématique attribue aux 13 études un très bon score méthodologique global, de 0,85 avec l'outil Calcist. Ça a l'air presque parfait sur le papier. Ouais, mais ce chiffre masque des faiblesses cruciales. D'abord, il y a un manque flagrant de randomisation. Les chercheurs utilisent des équipes déjà formées. Donc, difficile de contrôler les variables de confusion. Exactement. Et le pire, c'est l'impossibilité d'effectuer des tests en aveugle. Sur un terrain, un adolescent sait immédiatement s'il joue contre des adversaires de sa taille ou non. Et les évaluateurs sur le bord du terrain, ou s'ils le savent, leurs attentes inconscientes peuvent totalement biaiser leur grille de lecture. C'est inévitable. Mais de toutes ces limites méthodologiques, il y a un détail démographique dans le tableau de l'étude qui m'a vraiment choqué. Ah, je sais de quoi tu vas parler. La composition de l'échantillon. Oui. Sur les 861 participants cumulés, 859 étaient des garçons. C'est 99,8% de l'échantillon. C'est écrasant. Et pour couronner le tout, la quasi-totalité provenait d'académies européennes hyper financées au Royaume-Uni, en Suisse et au Portugal. Ça rend impossible l'application universelle de ces conclusions. Extrapoler ça à d'autres cultures, ou pire au sport féminin, serait scientifiquement abusif. Surtout pour les filles, la puberté n'a pas les mêmes impacts biomécaniques Pas du tout. Le timing est différent. Et surtout, chez les filles, l'élargissement du bassin modifie l'angle Q du genou. ce qui augmente le risque de blessure aux ligaments croisés, c'est bien ça? Absolument. Le biobanding féminin nécessiterait des indicateurs et des protocoles de regroupement entièrement repensés autour de ces vulnérabilités articulaires. On ne peut pas juste copier-coller l'équation des garçons. C'est une limite majeure. Et ça nous amène au dernier point critique de notre discussion, sur l'axe du temps. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est la plus grande limite de ce modèle. La recherche prouve que le biobanding modifie les réponses immédiates lors d'un match, Le mardi après-midi, les joueurs font plus de passes. D'accord. mais elle ne prouve pas encore de manière irréfutable que ces comportements prédisent avec précision le succès de la carrière sportive à long terme. Est-ce que priver notre attaquant de son moteur V8 à 14 ans va faire de lui un professionnel à 20 ans? On ne le sait pas vraiment. On l'ignore. Des études longitudinales sur une décennie sont urgemment requises pour le confirmer. Pour l'instant, c'est un excellent outil d'observation, pas une boule de cristal. Et c'est là que l'on dépasse les limites du terrain de football. Pour terminer, j'aimerais soumettre une idée fascinante à notre audience. Je t'écoute. Si l'avantage physique temporaire masque à ce point le véritable talent et l'intelligence cognitive dans le football, au point de tromper les meilleurs recruteurs professionnels, on peut se demander ce qu'il se passe ailleurs. Dans d'autres secteurs, tu veux dire? Oui. Dans quels autres domaines de la société, comme le système scolaire ou le monde de l'entreprise, sommes-nous en train d'évaluer le potentiel des individus de manière complètement biaisée? Ah, les biais de développement arbitraires. Exactement. Combien de personnes sont jugées sur une assurance temporaire ou des critères de tri arbitraires liés à l'âge ou au moment de l'évaluation, au détriment de leurs réelles compétences de fond? C'est une excellente réflexion. On confond très souvent la précocité circonstancielle avec le potentiel à long terme, partout dans la société. Eh bien, cela donne matière à réfléchir à tous ceux qui nous écoutent. En attendant, pour en revenir à la science pure, je tiens à rappeler que le biobanding n'est pas une solution miracle universelle. C'est un outil puissant pour enrichir les données d'observation. Absolument. J'incite vivement ceux qui sont intéressés par le développement humain à lire l'article original de Han, Luo, Zhao et Mu pour explorer les données brutes et la méthodologie par eux-mêmes. C'est un papier essentiel. Le lien logique pour approfondir en effet. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse détaillée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations scientifiques. À très bientôt.